Ça, c'est une bonne nouvelle de la loi de finances. Il y a un nouveau dispositif qui a intégré un nouvel abattement. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Clémentine Lanoé, ingénieure patrimoniale chez Moine. Bonjour Clémentine. Bonjour Benjamin. On va parler d'un sujet très attendu qui fait l'actualité, le projet de loi de finances 2025. Exactement, après de longs mois d'attente, la loi de finances a enfin été promulguée et on sait enfin à quelle sauce notre argent va être mangé. Tu veux dire imposé? Oui, imposé. À ce niveau-là, première réforme qui est assez classique, hein. On a relevé de 1,8% chaque tranche de revenus au niveau de l'imposition. L'idée, c'est d'être en corrélation. On sait que le coût de la vie augmente dû à l'inflation et donc on se met raccord par rapport à ça. Oui, c'est sans surprise une mesure assez classique. Le gouvernement a l'habitude de réviser le barème progressif de l'impôt sur le revenu en fonction de l'inflation ou du hausse du coût de la vie. Par contre, il y a un sujet qui fait un peu plus débat depuis quelques années déjà au sein de l'Assemblée. Il est question aujourd'hui pour le gouvernement de trouver de nouvelles ressources, y compris au travers de l'imposition, et notamment en ciblant spécifiquement les profils dits à haut revenu. Est-ce qu'on a plus d'informations sur un projet de loi? Tout à fait. Alors, la loi de finances intègre une nouvelle contribution qui s'appelle la CDHR, donc la contribution différentielle des hauts revenus, et qui veut instaurer un minimum d'imposition à 20% pour les foyers, donc soit un contribuable seul qui aurait 250 000 euros de revenus, ou pour un foyer, donc un couple, à 500 000 euros. D'accord, mais en principe, une personne qui touche 250 000 euros de revenus annuels, dans le cas d'une personne seule, devrait-elle pas déjà payer plus de 20% d'impôts? Alors ce serait le cas si ces revenus étaient essentiellement issus de ses salaires. Là où c'est très important, c'est qu'il faut vraiment faire une distinction entre les différents types de revenus. Peut-être le sais-tu, mais depuis 2018, on a instauré ce qu'on appelle la flat tax ou encore PFU, prélèvement forfaitaire unique, qui vise à mettre en place un impôt unique sur les revenus du capital de l'ordre de 30%. Et donc, on va avoir un taux d'impôt sur le revenu global de 12,8% plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc, on ne va pas du tout faire de distinction. Cet impôt-là va être là coûte que coûte, peu importe si vous avez X niveau de revenus et X tranche marginale d'imposition. D'accord, je comprends. Donc, en fait, le but de cette mesure, finalement, ça va être d'aller renforcer l'imposition des personnes qui ont beaucoup de ressources, notamment des ressources qui ne préviendraient pas du travail à proprement parler, mais plutôt d'une rente régulière d'origine financière. Donc on parle ici de coupons et de dividendes, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est vraiment d'avoir un modèle un peu plus juste, un peu plus équitable au niveau des revenus et moins faire cette distinction justement entre revenus issus de salaire ou revenus en fait du capital, comme tu disais, coupons, dividendes. Il me semble qu'il y a du neuf aussi du côté de l'immobilier locatif. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, complètement, ça fait beaucoup parler. Là, on va parler d'un statut spécifique qui est celui du loueur en meublé non professionnel. On l'a entendu venir, hein, cette réforme, ce changement. Il va viser notamment ce qu'on appelle l'amortissement. À l'amortissement, il me semble que c'est une des mécaniques les plus importantes dans le dispositif LMNP, loueur meublé non professionnel, qui permet une réduction d'impôt. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment ça fonctionne? Tout à fait. En fait, quand tu achètes un bien immobilier, on va considérer que dans le temps, ce bien va perdre de la valeur. C'est dû forcément à l'usure et donc il va y avoir potentiellement des travaux à prévoir. Pour contrebalancer comptablement cette perte de valeur, on va vous laisser en tant que loueur en meublé non professionnel, on va te donner la possibilité de répartir cette dépréciation année après année sous forme d'amortissement. Et en gros, on va déduire une partie du bien et des équipements, ce qui va réduire la base imposable et donc l'impôt à payer. D'accord, donc si je comprends bien en pratique, sous prétexte d'une dépréciation de la valeur de mon bien due à l'usure ou de manière naturelle, je vais pouvoir prendre le prix de mon bien immobilier, plus le prix des meubles, puisqu'on est sur du loueur meublé, l'étaler sur une certaine durée, ce qui va me donner un montant annuel que je vais pouvoir déduire de mon impôt sur le revenu. Complètement. C'est effectivement assez efficace. Est-ce qu'il n'y a pas un retour en arrière depuis le 15 février sur cette mesure, sur ce dispositif fiscal? Alors, retour arrière, non. Par contre, c'est vrai que certains loueurs vont complètement devoir revoir leur stratégie, même s'il faut garder en tête que
tu profites toujours d'un abattement pour durée de détention. Par exemple, l'impôt sur le revenu peut être complètement écrasé après 22 ans de détention du bien et les prélèvements sociaux après 30 ans. Donc ça reste quand même intéressant. Et aussi, si par exemple tu as pratiqué l'amortissement sur ce qui est devenu actuellement ta résidence principale, le jour où tu vas vouloir la vendre, tu n'auras pas d'impôt sur ce qu'on appelle la plus-value. D'accord, tu fais allusion à un abattement sur l'impôt sur le revenu et sur les plus-values en fonction de la durée de détention. Il me semble que c'est même un dispositif fiscal qui s'applique à tout type de biens immobiliers, y compris des investissements en immobilier collectif comme la SCPI. Mais tu dis notamment que certains propriétaires vont devoir revoir leur stratégie. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a des exceptions? Oui, il y a certaines exceptions. En fait, c'est une mesure qui ne va pas forcément affecter notamment tout ce qui est résidence senior, résidence pour les étudiants ou les résidences qui vont accueillir des personnes en situation de handicap. Donc pour eux, ils pourront continuer à vivre librement, fiscalement en tout cas. D'accord, donc la disparition de l'amortissement, finalement, c'est un coup dur à demi-teinte, puisque j'ai l'impression que ça va surtout cibler les locataires très courte durée, typiquement Airbnb. À l'inverse, ça va redonner un peu de concurrence aux bailleurs longue durée qui vont proposer une offre de logement pérenne finalement. Tout à fait. Il y a une bonne nouvelle, je crois, en matière de transmission et je pense notamment en termes de donation. Oui, tout à fait. Ça, c'est une bonne nouvelle de la loi de finances. Il y a un nouveau dispositif qui a intégré un nouvel abattement pour accompagner notamment les personnes qui souhaitaient acquérir un logement à titre d'habitation, enfin résidence principale. Ça va être par exemple les logements neufs ou VEFA, vente en l'état futur d'achèvement, ou bien tous les travaux de rénovation d'un actif. L'idée était vraiment de mettre en avant la résidence principale. Donc c'est soit les actifs que tu vas un actif que tu vas occuper toi en qualité de résidence principale ou que tu vas louer en qualité de résidence principale. C'est l'opportunité de faire un beau cadeau à ses enfants ou à sa famille, mais est-ce que c'est pas à double tranchant dans le cas où le bénéficiaire de la donation déciderait de revendre son bien immobilier tout de suite après avoir fait les travaux? Alors c'est une très bonne remarque et pour ça la loi de finances a quand même bien prévu les choses. Elle va imposer quand même un minimum de détention de l'actif de 5 ans. 5 ans que tu occuperais le bien en tant que résidence principale ou 5 ans en termes de mise en location en qualité de résidence principale le bien. Sinon évidemment quick. Il fallait s'y attendre. Voilà. Est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité? Alors, c'est une donation qui va concerner ce qui est familial. Donc, ça va être entre parents, enfants, grands-parents, petits-enfants. Et ça peut même s'étendre aux neveux, nièces si les donateurs n'ont pas de descendants directs. Et donc, c'est 100 000 euros, donc comme je disais, voilà, d'abattement. Et ça peut aller jusqu'à 300 000 euros par bénéficiaire de cette donation. Par exemple, si vos grands-parents s'y mettent aussi, en plus de vos parents. D'accord, on reste dans le schéma de don familial classique. Mais il existe déjà un abattement de 100 000 euros, il me semble, par donataire. Est-ce que c'est cumulable avec ce dispositif? Est-ce que c'est un nouveau dispositif qui vient le remplacer? Comment ça fonctionne? Alors, les 100 000 euros dont tu parles, c'est l'abattement en ligne directe. 100 000 euros par parent, par enfant. Ce nouveau dispositif vient s'ajouter, se cumuler. C'est en ça que c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, effectivement. Espérons qu'elle soit reconduite, puisqu'il me semble qu'il y a une date limite pour profiter de cet abattement. Tout à fait, c'est un peu court. Hein. Elle reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026, donc il faut s'activer sur le projet immobilier. Là. Bon, espérons que ce soit prorogé. En parlant de prorogation, d'ailleurs, on a une nouvelle qui touche spécifiquement les chefs d'entreprise. Est-ce que tu peux nous l'expliquer très rapidement? Oui, tout à fait. Peut-être que tu le connais, c'est l'abattement fixe dont pouvait profiter le chef d'entreprise qui partait à la retraite. Sur la plus-value brute, il avait le droit à quand même 500 000 euros, ce qui n'est pas rien. Elle devait terminer au 31 décembre de cette année, et donc 2024, et elle était prolongée jusqu'à 2031, 31 décembre 2031. D'ailleurs, sur cet abattement-là, il y a une autre spécificité pour les agriculteurs aidés, les jeunes agriculteurs aidés, dans le cadre où un chef d'entreprise leur cédait leur activité, il y a une plus-value, elle, qui passe de 500 000 à 600 000 euros. C'est quand même pas mal. Une très bonne nouvelle. D'ailleurs, il me semble qu'il y a beaucoup de projets de loi de finances qui touchent les agriculteurs. On ne va pas tous les aborder aujourd'hui, puisqu'il y en a vraiment beaucoup et ce serait un peu fastidieux, mais on en reparlera bien évidemment sur notre blog très prochainement. J'aimerais maintenant qu'on aborde très rapidement le cas des non-résidents. Il me semble qu'il y a aussi quelques évolutions les concernant. Tout à fait. Pour les non-résidents, il y a une très bonne nouvelle, puisqu'ils vont enfin pouvoir profiter de l'abattement pour durée de détention sur les valeurs mobilières acquises avant 2018.
tu peux nous rappeler rapidement de quoi on parle, s'il te plaît? Oui, alors en fait, tout à l'heure, on a parlé de flat tax, mais en fait, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, le cédant, quand je dis le cédant, c'est le résident fiscal français, avait le droit entre deux options. Donc, soit la flat tax, qu'on a évoqué tout à l'heure, soit l'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu avec un abattement pour durée de détention. C'est assez simple. Plus vous gardez le titre, plus l'abattement va être sympathique. Après 2 ans, vous avez le droit à 50% d'abattement au moment de la cession, et après 8 ans, c'est 65%. Jusqu'à aujourd'hui, le non-résident n'était pas éligible à cette possibilité, cette option, et donc de l'abattement, et la loi de finances a complètement revu ça pour les intégrer. D'accord, ça change considérablement la donne, mais que se passerait-il pour le non-résident qui auraient cédé leur titre avant la mise en application de ce texte de loi? Alors oui, on a pris en compte ces résidents, non-résidents lésés. On a prévu un remboursement en fait du différentiel entre ce qu'ils ont payé à l'époque et ce qu'ils auraient dû effectivement payer s'ils avaient eu le droit, comme les résidents fiscaux français, à l'option pour le barème progressif et donc à l'abattement pour durée de détention. Merci. On a du nouveau concernant la crypto-monnaie, je crois. On en entend beaucoup parler. On attend beaucoup d'évolutions. C'est peut-être pas dans les faits ce à quoi on s'attendait. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement les évolutions en matière de crypto-monnaie? Alors, il n'y a pas de grandes évolutions en termes d'imposition. Par contre, on va chercher des nouvelles mesures qui vont imposer plus de transparence fiscale pour les prestataires de crypto-actifs. Voilà, ils vont devoir, l'objectif étant vraiment d'aller intensifier la collecte d'informations pour pouvoir contrôler les déclarations des investisseurs. C'est une mesure qui va s'appliquer qu'au 1er janvier 2026. Donc, ça laisse un petit peu de temps pour se mettre à jour. Donc, ça va surtout concerner la déclaration qui aura lieu en 2027. D'accord, donc a priori, plus de trous dans le filet au niveau déclaratif. Mais est-ce que les prestataires de services en investissement ou les plateformes d'investissement en cryptoactifs, qui pour la plupart sont des sociétés étrangères, sont aussi concernés par cette obligation de télédéclaration à l'administration fiscale? Alors là, on parle surtout pour les prestataires agréés en France. Les prestataires qui ont leur résidence fiscale dans un pays État partenaire, eux ne seront pas encore soumis à cette obligation de déclaration. D'accord, donc il faudra bien rester vigilant. Pour les comptes détenus à l'étranger, c'est à vous de faire la déclaration aux impôts et également de déclarer les plus ou moins-values, puisqu'il n'y aura pas forcément de télédéclaration, effectivement, si votre prestataire de service est en l'occurrence une société étrangère. Exactement, tout à fait. Très clair. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, Clémentine. Oui. On a vu un peu les grands points de loi de finances. Évidemment, il y aura encore de l'actualité dans les prochains jours en fonction des dispositifs qui restent encore à voter par l'Assemblée nationale. Donc restez connectés, on vous en parle très bientôt sur le blog ou sur moneyone.fr.